Voilà, je tiens à vous montrer une autre salle où nous verrons ici, comme j'explique aux enfants, les pins des régiments. Un enfant comprend très bien. Aux autres, je dis, voilà les blasons de ces régiments. Parce que pourquoi sont-ils ici? Parce que tous ces régiments combattus sont passés chez nous. Et malheureusement, après la bataille de Belgique et de France, tous ces régiments ont été dissous et ils n'ont plus été recréés après de la bataille de France. Alors certains, nous avons des souvenirs, mais par exemple le 3e GRDI, nous n'avons pas de souvenirs, le 4e non plus. Nous avons essayé de trouver des documents en France, aux Bibliothèques nationales de France, nous n'avons jamais eu de réponse, il y a trop de demandes. Par contre, nous avons ici des souvenirs du 6e GRCA qui était commandé par le lieutenant-colonel baron de Soubeyran. Et là, nous avons trouvé quelques souvenirs, et notamment des moments très, très émotionnants pour le conservateur. Sur cette photo, ces deux photos, nous pouvons voir ici, entre autres, un brigadier, Ulysse Lefebvre, qui a combattu à Gendrin, entre autres, et qui est tombé le 13 mai 1940 à Gendrin, à la sortie du village. J'ai eu le plaisir et l'honneur, si je puis dire, et surtout la grande émotion de retrouver son fils ici, bien tard dans les années 2000, qui m'a fourni d'autres photos de son cher père. Et depuis lors, nous avons une grande amitié s'est créée entre le fils et moi-même, et il m'a entre autres raconté, mon père avait 30 ans quand il est parti à la guerre, et je ne l'ai connu que 8 ans. Il n'est jamais revenu. Il a pu me donner des documents et certains faits historiques de son père. C'était excessivement émouvant. Maintenant, je vais vous présenter d'autres documents, notamment un autre régiment du 329e régiment d'artillerie, où le lieutenant-colonel Levasseur avait une réputation d'un chef de corps exceptionnel. Nous avons ici toutes sortes de matériels qui nous ont été offerts, je me répète, par soit des amis français combattants, soit par nos concitoyens qui ont trouvé ça à gauche et à droite, parce que le champ de bataille est quand même assez vaste. Nous voyons ici, à ma gauche, un siège de char Hotchkiss. Vous voyez que ce n'était pas du grand luxe. Un peu plus loin, nous avons toutes sortes de boîtes d'obus récupérés et notamment un bidon, une petite citerne d'essence. Et tout cela est français. Au sol, vous voyez une caisse à outils de mécanicien de char, bien sûr, c'est un petit peu plus imposant que le matériel mécanique d'une automobile. Et ici, une très belle pièce d'artillerie, comment dirais-je, ce qu'on appelle un canon portatif, si vous voulez, de 81. En fait, ceci a été offert par l'armée française et il nous a été légué gracieusement, ce qui permettait de montrer à nos visiteurs que ce mortier, tel est son nom, a combattu ici, a été utilisé durant la bataille de Hanu. Celui-ci, à mon sens, n'a jamais été utilisé beaucoup. Mais par contre, je peux vous montrer un autre qui a été trouvé par M. Spirlet, Paul Spirlet, un cultivateur de Gendrin bien connu. Ceci ayant été ramassé dans une de ses machines agricoles et il a eu la gentillesse de l'offrir au musée en tant que souvenir, ainsi que les obus qu'il a ramassés dans ses machines toujours, probablement un peu plus tard, une boîte ici qui contenait les 6 obus de ce mortier. Nous avons ici quelque chose d'assez intéressant parce qu'on n'a pas encore parlé de communication. Alors, ici nous avons des téléphones de campagne. Ça fonctionnait excessivement bien, très très bien, jusqu'au jour où malheureusement une bombe tombait sur le fil,
ou qu'un ennemi trouvait cette ligne enfouie dans le sol et la sectionnait. Donc, j'ai rencontré un ancien sous-officier qui était responsable de la téléphonie de l'état-major du général Priou et qui lui-même m'a dit que ça fonctionnait excessivement bien, mais qu'il fallait tirer des kilomètres et des kilomètres de fil chaque fois que la liaison était rompue. Et alors, j'ai le plaisir surtout de vous présenter la dernière pièce offerte au musée qui date d'avril 2010 et c'est un central téléphonique de campagne de l'armée française. Dans un excellent état, je l'ai dépoussiéré bien sûr et je dois vraiment remercier son généreux donateur. C'est une pièce tout à fait exceptionnelle à mon sens. Au-dessus de ce bel appareil, on peut trouver des fragments de plus ou moins vraies cartes militaires où un civil ne peut pas très bien expliquer toutes ces petites lignes. En fait, ce sont des dénivellations, des cotes, comme disent nos militaires. Voilà. Juste à côté, on voit ce qu'on peut dire des calques, Et ces calques, ça dit bien ce que... Non, ça n'est plus utilisé, bien sûr, mais on calquait sur des grandes cartes des zones et on utilisait, les militaires utilisaient ce dont ils avaient besoin. Ensuite, nous avons encore une vitrine ici qui est chargée d'un tas de souvenirs qu'on a pu ramasser dans nos campagnes ou que nos amis français anciens combattants, lors de leur visite dès 1946, ceux-ci venaient se retrouver un petit peu et expliquer à leurs parents, femmes, enfants, ce dont ils avaient vécu ici pendant ces 3 jours au début de la guerre. Et voilà quoi, c'était toujours de grandes émotions. Là-dedans, vous avez toutes sortes d'objets qui ont été trouvés dans nos sols, des cartouches, des débris de chars tordus, des casques, des bidons qui ont été enfouis, des pelles, enfin un tas de matériel que les soldats utilisaient. Et enfin, contre le mur, vous allez découvrir les masques à gaz. En 1940, je me souviens étant enfant, j'avais déjà mon masque à gaz par peur d'une reproduction de ce que les Allemands avaient fait en 1914-1918, de lancer des obus à gaz pour, bloquer les soldats et immanquablement les civils. Donc, tous les soldats devaient trimballer, tous les civils et surtout tous les militaires devaient trimballer par sécurité un casque en cas que. Heureusement, les Allemands n'ont jamais utilisé, à ma connaissance, de gaz. Mais c'est toujours d'actualité parce que je me permets de rappeler quand même un attentat il y a quelques années dans le métro de Tokyo où on avait également utilisé ce même gaz qu'en 1914. Donc, c'est toujours, un éternel recommencement.